Je sais pas, c'est pod ou pod? Pod. Ah, Podcast. 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 C'est bon, bien installé? Allez, action, alors on commence. Girl power, hein. La vie est une vague. La vie est un flux. Qu'est-ce qu'un boomer? Hakuna Matata. En fait, on est un peu périmés. Bienvenue à tous dans le podcast Mémoire de route, le recueil moderne des histoires inspirantes et rassurantes. Parce que parfois, écouter les récits et les chemins des autres, c'est le petit déclic qu'il nous faut pour retrouver du sens. Salut à tous, moi c'est Camille, j'ai 36 ans et j'essaierai de vous proposer ici un petit break dans votre quotidien, en recevant derrière mon micro des amis, des histoires de vie, des rencontres habitées qui ont résonné en moi et j'espère résonneront en vous. Je vous souhaite à tous une belle écoute. Lancer une société, c'est un parcours fort dans une vie. Ma première boîte à moi, c'était il y a plus de 10 ans. Et quelque chose que j'ai compris très rapidement, c'est l'importance du réseau et d'être bien entouré. Pendant toutes ces années, j'ai gardé autour de moi Richard. Richard, merci de ta confiance et merci d'accepter de parler derrière mon micro. Tu as 57 ans, tu es marié et tu as 2 enfants et tu vis à Paris. Oui, tout ça, c'est exact. Et une autre chose que je peux dire de toi aussi, c'est que tu as toujours le sourire aux lèvres à chaque fois qu'on te croise et que tu reviens toujours d'un voyage au bout du monde en ayant rendu visite à l'un de tes enfants. Écoute, t'as mis le doigt dessus, parce que ma première passion, c'est les voyages. Et en 2 mots, j'ai eu la chance de pouvoir faire un tour du monde en 1 an, quand j'étais jeune, donc en 1993, c'est-à-dire au siècle dernier. Et ce voyage a marqué ma vie à jamais. Parce que c'était un rêve que j'avais, et je pense qu'il faut réaliser ses rêves et pas attendre d'être à la retraite pour les faire. Donc je bossais dans une grosse boîte, chez Nestlé, mais j'avais ce rêve-là, et donc à un moment donné, j'ai bossé 2 ans, j'ai mis de l'argent de côté, et puis j'ai dit je pars. Et t'avais quel âge là? J'avais 27 ans. Donc déjà un grand enfant. Un grand enfant, mais un grand rêve. Et faire un tour du monde. Et donc j'ai embarqué un copain qui travaille en agence de pub, lui, et qui m'a dit écoute, moi j'aimerais bien venir avec toi. Et donc on est parti, on a voyagé, on a pris un atlas, et on a pointé du doigt tous les endroits qui nous faisaient rêver. On a bâti ça avec le doigt sur la map monde, et puis on a réalisé ce rêve. Le tour du monde, c'est faire le tour du globe, ça ne veut pas dire visiter tous les pays. Donc on a fait un tour du monde, avec des souvenirs extraordinaires. Et c'est un virus qu'on a dans la famille depuis longtemps. J'avais une tante prof d'histoire géo. Mon père a fait un tour du monde dans les années 60 avec ma mère. Et mes enfants ont gagné ce virus aussi. Et il y en a un qui vit à Hong Kong. L'autre est encore étudiante à 17 ans, mais va faire à peu près le même métier pour voyager, découvrir le monde, un peu partout. Là aujourd'hui, tu es entrepreneur. Alors je suis devenu entrepreneur. Ouais. On ne naît pas entrepreneur, je ne pense pas. On peut le devenir. Ça aussi, ça fait partie d'un rêve. Ok. Et donc, dans un premier temps, j'ai été salarié pendant ma première expérience professionnelle pendant plus de 25 ans, dans 2 grands groupes qui m'ont beaucoup appris. Le dernier a été juste fantastique. Et puis, moi, j'avais toujours une ligne de vie directrice qui était la liberté. Et la liberté, elle peut s'exprimer de différentes façons, hein. Tu peux être salarié et libre parce que le job qu'on te donne te permet de t'exprimer, de rendre des comptes, mais à ton rythme, tes boss te font confiance, tu voyages. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, un jour, je monterai ma boîte. Mais je ne suis pas suffisamment intelligent pour avoir l'idée de la boîte. Et heureusement, il y a des gens qui le font pour toi, qui font des franchises, qui fonctionnent, qui te permettent d'aller plus vite et de foncer. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Cartridge World. Aujourd'hui, tu es franchisé Cartridge World. Tu m'arrêtes si je me trompe. Tu as une boutique aujourd'hui qui propose des solutions d'impression écologiques ou Oui. remanufacturées Oui, pour les pros et les particuliers. c'est exactement ça. En fait, Cartridge World était une franchise, puisque le Master Franchise a fait faillite en 2022. Mais j'ai gardé l'enseigne, je suis toujours en contact avec les Australiens qui détiennent la marque. C'est la base de ce métier-là, c'est remanufacturation des cartouches et des tonnerres destinés aux imprimantes. Donc, c'est à la fois écologique parce qu'on va prendre les contenants d'origine, les recharger, les recycler et les revendre. Et comment t'es arrivé à ce choix de secteur? Alors, par mon autre passion, le foot. Alors, tu vas me dire comment on passe de la cartouche d'encre au foot et du foot à la cartouche d'encre, c'est autre chose. Le foot, c'est un sport que j'ai pratiqué pendant plus de 30 ans, qui m'a apporté énormément, parce que dans mon dernier job chez Lavazza, on était sponsor de la Coupe du Monde de foot en 98.
Ok. D'accord. Ouais. Et j'ai été choisi pour faire partie de l'équipe qui s'occupait de faire vivre ce sponsoring pour l'Italie et pour la France. Et donc, j'ai eu le plaisir et l'immense avantage, non seulement de jouer le sponsor, mais d'être à la finale et de dîner avec mon idole qui était Platini. D'accord ? Est-ce que t'as pris la photo et que tu l'as au-dessus de ta cheminée ou pas ? Alors, non. J'ai pas pu prendre la photo parce que à cette époque-là, si je me souviens bien, nos téléphones ne prenaient pas de photos. Très bien. Et oui, je te parle d'un temps de 20 ans. D'un autre temps. D'un autre Très temps. bien. Et pour faire le lien avec le football, quand j'ai décidé de partir de chez Cartridge, il y avait une pub à la télé qui était faite par Giroud. Giroud, c'était l'entraîneur iconique de l'AJ Auxerre, qui était réputé pour être radin. Et il était l'ambassadeur de Cartridge World avec une baseline qui était assez intéressante, c'était « Est-ce que lorsque votre ballon est dégonflé, vous le jetez ?» Évidemment non. Et bien pour les cartouches d'encre, c'est pareil. Et là, tu t'es dit, mais Et là, voilà, je me suis dit, c'est aligné, il faut que j'aille là-dessus. Ok, et donc après, t'as fait les démarches. Après, j'ai fait les démarches. J'ai pas pris trop de risques parce que le business model de Cartridge World est exactement le même business model que des cartouches de café, des capsules de café. Ouais. Si on prend un exemple, le matin, quand tu te lèves, comme 95% de la population, tu bois un café chez toi avec une cafetière domestique. Tu arrives à ton bureau et comme 99%, tu vas à la cafette pour parler avec les collègues et tu bois un café professionnel. Les cartouches d'encre, c'est pareil. Tu peux avoir une imprimante chez toi avec des cartouches et une imprimante au bureau avec des cartouches. Et en fait, le business model étant le même, ayant eu cette expérience commerciale, j'étais un peu dans mon domaine et donc je me suis dit, allez, go. Et donc le parcours, tu décidais de te lancer, c'était... C'était en 2011. Ok. À ce moment-là, j'ai été voir ma boîte. Je leur ai dit, voilà, moi je vais faire ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Ok. Comme j'avais 18 ans d'années d'ancienneté, il y avait un petit peu d'argent qui tombait naturellement. Et puis, j'ai monté ça. Ça a mis 1 an à le monter, parce que le plus dur, c'est de trouver le local. Parce que dans tout commerce, même si on fait du B2B et du B2C, tout commerce nécessite un bon emplacement ou un emplacement favorable. Ouais. Donc ça, c'est long à trouver. T'as quitté ta boîte, du coup. J'ai quitté ma boîte. Ok. T'as quitté ta boîte, tu t'es mis à ton compte. Oui. Et donc ensuite, t'as lancé 3 boutiques, c'est ça ? Alors ensuite, j'en ai lancé une première, ouais. Rue du Rocher dans le 8e, en me disant, je veux toucher le B2B. Parce que c'est là qu'il y a plus de volume, c'est là qu'il y a plus de chiffres qui vont tomber, et la marge sera plus importante. Parce que les petits ruisseaux des particuliers font un peu de temps. Le professionnel fait aller plus vite. Et là, j'ai monté le premier magasin, et je me souviendrai toujours du premier client qui est entré dans ce magasin, qui a acheté pour 11 € de cartouches. On était en train de mettre dans le rayon les différentes petites cartouches. Et voilà, ce monsieur-là, je me souviendrai de son nom toute ma vie. Il m'a fait confiance, alors qu'on n'était presque pas ouvert. Et puis, comme j'aime bien les symboles, on a ouvert le 18 juin 2012. Voilà. L'appel. Voilà. L'appel de l'entrepreneuriat. Et ensuite, ça a bien fonctionné, la franchise fonctionnait bien, il y avait 145 magasins en France et tout, donc ça fonctionnait très bien. J'avais des progressions de chiffre d'affaires qui étaient importantes, et puis il y avait des remises de prix tous les ans, etc. Donc ça fonctionnait vraiment bien. Donc je me suis dit, c'est pas assez. J'ai un franchisé qui m'a dit, moi j'en ai marre, ça fait 15 ans que je fais ça, est-ce que tu voudrais pas racheter les magasins ? Et donc j'ai dit, écoute, je vais étudier, et pourquoi pas. Mais il y avait 2 magasins à racheter. Et donc finalement, on s'est mis d'accord. J'ai racheté 2 magasins d'un coup avec le personnel à l'intérieur. Qui sont devenus du coup des magasins Cartridge World. Cartridge World, okay. Qui étaient des magasins Cartridge World, qui déjà, ont continué à être des magasins Cartridge World. J'ai racheté le fonds de commerce, mais en gardant l'enseigne, l'activité, donc le métier que je savais faire aussi. Donc j'avais 3 boutiques sur Paris. Ok. Et donc du coup, tu étais à une équipe de combien de personnes au total ? Alors il y avait 4 personnes, avec une vraie satisfaction, c'est d'avoir embauché un gamin, qui est toujours avec moi maintenant, qui avait été déscolarisé à l'âge de 16 ans, qui avait 22 ans, et qui était un geek bloqué dans sa grotte, chez lui, à ne rien faire à part jouer. Et par le réseau, j'ai demandé un jour, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est de qualité, qu'il soit ponctuel et honnête ? Et là, il y a quelqu'un dans l'assistante qui a levé la main, qui m'a dit, moi j'ai mon frère. Je l'ai rencontré, et puis ça s'est bien passé. On m'a dit, t'es fou, il va te lâcher au bout de 6 mois, et en fait, ça va faire 2017, 24, 7 ans, bientôt 8. Qui est avec moi. Et qui est toujours avec moi, dans ce dernier magasin que je possède. Pour faire un petit peu le lien, nous, Richard, on s'est rencontrés dans ces fameux réseaux d'entrepreneurs où on prend un petit déjeuner 1 fois par semaine, très tôt le matin, et on distribue des cartes de visite. Alors, dit comme ça fait très has-been, mais malgré tout, ça marche.
Et finalement, on a assez rapidement travaillé ensemble. Et un jour, t'es venu au bureau nous amener le matériel qu'on avait besoin. Et puis là, on prend un café, on se pose. Et tu me racontes un peu ton aventure de tes derniers mois. La décision que tu as prise de fermer 2 boutiques, donc de déposer le bilan. J'aimerais que tu nous racontes un peu le parcours que ça a été, parce que, en fait, quand je t'ai entendu parler, de raconter tout ça, je me suis dit, mais c'est vrai, mais en fait, si ça m'arrive, qu'est-ce que je fais ? Comment on fait, en fait ? Comment ça marche ? Qui nous aide ? Raconte-nous. Alors, d'abord, une fois que j'ai fait ces 3 magasins-là, un magasin ne fonctionnait pas, mais n'était pas rentable. Gagnait pas d'argent, perdait pas d'argent, mais me faisait perdre du temps. Et surtout, je me suis aperçu que si un des employés ou 2 employés étaient malades en même temps, je ne pouvais pas avoir 3 boutiques d'ouvertes. Et ça, je me suis dit, c'est une prise de conscience, tu ne peux pas être pieds et mains liés avec le hasard. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé de fermer le 15e, donc je l'ai fermé, mais pas déposé le bilan, j'ai juste fermé, voilà. Ouais. Et ensuite, j'ai gardé le 14e et le 8e. Et là, est arrivé le Covid. Et le Covid, pendant 24 heures, pour tout le monde, ça a été rideau. Vous ne savez pas si vous allez pouvoir être ouvert, vous ne savez pas si vous êtes un magasin essentiel ou pas. Pendant 24 heures, j'ai cru que c'était fini, quoi, que ça s'arrêtait là. Mais tu as dû ressentir à peu près la même chose, toi, dans tes activités. Et puis, 24 heures après, la franchise nous envoie un mail en disant qu'on est désigné magasin essentiel pour la continuité de l'activité économique et scolaire aussi. Et donc, tout le monde se jetait sur les imprimantes, sur les cartouches, et tout le monde avait besoin d'imprimer les attestations de sortie. Ouais, c'est vrai. Et donc, dans le 14e, qui est un quartier plus populaire, j'ai offert toutes les attestations de sortie à tous les gens qui venaient pour pouvoir en imprimer une, parce qu'ils n'avaient pas d'imprimante chez eux. Et dans le 8e, j'ai beaucoup vendu d'imprimantes. J'avais un tout petit peu anticipé, et quand il m'en manquait, j'allais chez Darty, qui lui aussi avait un rayon qui était magasin essentiel, notamment les imprimantes, les cartouches d'encre, etc. Et donc, je rachetais le stock de plusieurs Darty en imprimante, et je les remettais dans mon magasin et je les revendais. Voilà, donc ça a été... Ça a été une belle période, ça finalement. a été, pour moi, alors je vais peut-être choquer, mais ça a été une période fabuleuse. D'abord, je pouvais me balader seul dans Paris, et puis ça a été une belle activité, avec des progressions de chiffre d'affaires importantes. Le 8e avait progressé de 10%, le 14e a progressé de 25% pendant cette période-là. Génial. Et donc après, effondrement. Changement de société, changement de consommation, changement d'habitude, et ce télétravail, qui a tué le magasin du 8e, en fait. Parce que le magasin du 8e était à 80% du chiffre d'affaires était dehors, donc chez les professionnels, qui eux étaient plus dehors, mais chez eux, 2 ou 3 jours par semaine. Ça fait en moyenne 8 à 13 jours par mois, où les gens ne venaient pas imprimer dans les bureaux. Et donc, un magasin où tout commerce fonctionne avec 21 jours de facturation par mois, pas 13. Et donc, le chiffre d'affaires du 8e s'est effondré, moins 20% par an, en 2021, 2022, et il n'y avait pas de raison que ça s'arrête en 2023. Et là, on se dit quoi, en fait ? On regarde les chiffres descendre et on se dit, bon, ça va remonter, alors, on attend. Et là, je vais dire merci à un de nos experts comptables qu'on avait dans notre réseau, qu'on a fréquenté ensemble, qui disait, le problème des entrepreneurs, c'est qu'ils pensent à un moment donné que ça va s'arranger. Et en fait, on peut comprendre qu'ils aient envie de faire ça, parce que c'est votre bébé, vous êtes au début, vous n'avez pas envie de le lâcher. Mais faut être super réaliste, faut pas se mentir, ce qu'on a parfois tendance à faire quand ça va un peu mal, ça ira mieux demain. Non, ça va pas aller mieux demain, il n'y a pas de raison que ça aille mieux demain. Donc en décembre 2022, j'ai dit bon, on va arrêter, mais il faut que je parte super clean, quoi. Mais alors attends, juste là, entre le moment où tu te dis, ok, bon là, stop, il faut vraiment que j'arrête, dans ta tête ça mouline. Ça mouline, il y avait du staff sur place, mais je la prévenais quand même depuis tout 2022, je lui ai dit, on va pas pouvoir continuer, donc je l'ai bien informée, et puis elle voyait les chiffres, puisque c'est super transparent, donc elle voyait les chiffres d'affaires, elle voyait les marges, les chiffres d'affaires qui tombaient, enfin, c'était, elle le voyait. Et toi, tu rentrais chez toi, t'en parlais à ta famille en disant, là oui, c'est chaud. Oui, j'en parlais, mais j'étais pas angoissé, parce que la trésorerie était encore potable, mais ça baissait doucement, et à un moment donné, tu te dis... voilà, on va faire ça bien. Donc, j'ai prévenu ma collaboratrice qui était avec moi depuis 10 ans, qui était une amie à la base, que j'avais débauchée, enfin voilà, tout ça. Et puis, elle a compris qu'effectivement, je plaisantais pas, que ça allait se faire. Et donc, elle a fait une formation tout de suite. Elle a commencé sa formation en décembre 2022, au moment où j'ai décidé d'arrêter, et je lui ai dit, je vais dénoncer le bail. Mais quand on dénonce un bail, on ne peut pas se barrer au bout d'un mois. Vous avez 6 mois de délai. Et quand une boîte va mal, 6 mois, c'est très, très, très long pour tenir.
quand les boîtes vont mal et qu'elles peuvent pas payer, il se passe quoi finalement ? Ah bah, quand elles peuvent plus payer, elles sont en cessation de paiement. Ok. Elles plantent en gros tout le monde, le bailleur, les fournisseurs, absolument tout le monde parce qu'elles n'ont plus de trésorerie. Et elles ont attendu, peut-être c'est ça le problème, elles ont attendu d'être au bout du bout du bout. Et ils ont une liquidation judiciaire qui est plus compliquée. Moi, j'avais décidé que ça le soit super net et que j'anticipe pour pas avoir toute la pression que peut te mettre un administrateur judiciaire ou l'angoisse de déposer un bilan, de planter tout le monde. C'est pas mon caractère de planter les gens. Donc, il fallait que ça soit nickel. Donc là, tu prends clairement la décision de mettre fin à au bail Et à la société. Et à la société, ça veut dire prendre la décision de te dire stop, on arrête, tu fermes, entre guillemets, c'est une liquidation. Tu déposes le bilan. Tu déposes le bilan, mais c'est pas une liquidation judiciaire. Si, en fait, D'accord. tu déposes le bilan, donc physiquement, tu prends ton bilan, tu vas au tribunal de commerce Quai de Corse, tu déposes ton bilan à ce moment-là, et tu es en cessation de paiement. Parce que tu peux plus payer tout le monde. Mais moi, j'avais payé tout le monde, mais je pouvais plus après. Ok. Donc, tu vas directement au guichet, avec quelques documents que tu as à remplir, et ça, c'est l'expert comptable qui va t'aider. Pour dénoncer le bail, c'est un avocat qui va t'aider aussi, parce qu'il faut faire un courrier un peu circonstancié, en disant que dans 6 mois, tu seras parti, mais tu ne sais pas si tu vas tenir les 6 mois. Et ensuite, une fois que tu as tous tes documents, que tu as déposé le bilan, mon comptable m'avait dit, de toute façon, tu auras la date de l'audience, ça va se faire dans les 8 jours. On était le 18 juillet. Mais en plus, tout ça, l'avocat, le comptable, c'est des frais complémentaires. Alors, ou en général, dans cette situation, ils sont... L'avocat, c'était un ami du réseau qui m'a juste fait le truc pour un montant, une toute petite somme. J'avais encore les sous parce que j'avais un peu anticipé. Donc, j'ai payé tout le monde. Le comptable, je l'ai payé jusqu'au bout. C'était toujours le même, en fait. Et donc, j'ai rempli ces docs. Je suis allé faire ça. Et la personne au guichet me fixe la date d'audience. Donc, on était le 10 juillet. J'étais fermé depuis le 30 juin. Le 18 juillet, j'avais mon dossier. Et la jeune femme me dit « Audience pour le jugement le 5 août ». Et là, panique. Parce que je partais en vacances aux États-Unis 3 semaines. Et là, est-ce qu'ils peuvent entendre ça ? Eh bien oui, ils peuvent entendre ça. Et c'est là où j'ai été agréablement surpris par ce tribunal, en fait. Parce que c'est un tribunal. Et là, j'ai dit « Je peux pas ». J'étais en short, c'était le 18 juillet, il faisait super chaud. J'étais venu vraiment pour déposer un dossier. J'avais pas de... Voilà, je déposais le dossier et puis j'allais avoir la date. Et donc, elle m'a dit, si vous pouvez pas, il faut que vous alliez voir le secrétariat de la présidence du tribunal de commerce de Paris pour demander à changer la date. Et là, tu te sens seul parce que tu es obligé d'y aller, tu peux pas reculer. Il y a un immense atrium à traverser. Tu montes un premier étage, tu as tapis rouge, des boiseries, 5 mètres de plafond, t'es écrasé par la structure. Tout ça en short. Tout ça en short et en t-shirt. Et tu vois personne, c'est super silencieux en fait. Et tu passes la tête dans un bureau, tu vois une personne, tu demandes où c'est, on t'indique, un monsieur te prend en charge, et il te met dans le couloir et te dit « Patientez ici, une personne va venir vous chercher ». D'accord, donc t'es là, t'es quand même un petit garçon, t'attends. Et puis, une jeune femme vient me chercher, et elle me dit, suivez-moi, monsieur le vice-président va vous recevoir. Et là... mais non, mais pas maintenant, et là, c'est pas possible. Je vais aller me changer, enfin, il faut se faire quelque chose. Donc, les jambes un peu flageolantes, je rentre dans ce bureau qui est aussi immense, même moquette rouge, même boiserie, et là, un homme avec une stature et une présence incroyable, grand, cheveux blancs, qui m'accueille et qui me demande de m'asseoir devant lui. Je m'exécute, et là il me dit « Alors, qu'est-ce qui vous arrive ?» Donc je m'excuse, parce que je m'excuse pour la tenue, je m'excuse d'être là, enfin voilà, donc j'explique ma situation, que je dépose le bilan, que j'ai tout fait dans les règles pour que ma salariée puisse bénéficier d'un licenciement économique, avec une formation, que mon bailleur a été payé, que j'ai pas de dette fiscale, que j'ai une dette qui est le prêt garanti par l'État, oui, plus une autre petite dette, mais enfin, vraiment des choses minimes. Ça doit être un dossier simple pour eux. C'est un dossier très simple pour eux. Okay. Et donc, je lui explique, il me dit, écoutez, on ne va pas vous ajouter des embêtements aux embêtements que vous avez déjà. Donc, quand est-ce que vous pouvez ? J'ai dit, moi, avant le 5 août, parce que le 5 août, je prends l'avion. Bon, et là, il décroche son téléphone,
il appelle quelqu'un, il discute un petit peu, et puis il dit, vous savez, c'est un dossier très simple, ça prendra pas longtemps. Ok. Et là, il dit merci à la personne, il raccroche, il dit, le 1er août, ça vous va ? Ah, parfait, monsieur. Donc là, c'était la date de l'audience. C'était la date de l'audience qui est en fait ton jugement. Pour valider La cessation de l'activité. Okay. Et donc, je suis super content, on va pouvoir partir en vacances, je ne vais pas avoir à pénaliser ma famille, tout le monde part, tout est réservé, tout est payé, donc il faut qu'on parte. Et donc là, je suis super content. J'y vais le 1er août à 11h30, et là, tu te dis, t'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Il y a du monde, ça enchaîne en fait, c'est une grande salle où il y a... T'as d'abord un panneau avec plein de... aucun nom de société, mais plein de numéros de société. Okay. Et entre tous les 10 numéros, t'as un horaire. Et là, tu te dis, entre 11h et 11h30, il y a 8 sociétés qui vont passer. Pour faire comme toi. Pour faire comme moi. Ok. Et ça se passe comme ça. Jugement, en 5 minutes, c'est fait. Et là, on t'appelle, donc c'est moderne, hein, t'as un écran, société d'Atel, numéro temps, présentez-vous, donc j'y vais. Là, tapisserie de Maubuisson, hein, t'es dans un lieu historique, hein. C'est un tribunal, donc t'as une greffière, un procureur, 3 juges, tout le monde en noir. C'est l'enterrement de ta société. Et t'es acteur de ton propre enterrement. Donc tu expliques la situation. C'est ça, tu exposes la situation, tu expliques la situation, ils ont eu les papiers, ils ont plus ou moins regardé, et puis t'expliques ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, le télétravail, la baisse d'activité. Ma clientèle principale était avocat, en plus, donc ils comprenaient le système. Et finalement, ils ont dit, mais on vous comprend tout à fait. Écoutez, madame la procureure, une question ? Non, pas de question, 5 minutes. Et là, ils te désignent un administrateur judiciaire que tu appelles dans la journée, qui doit théoriquement bloquer tes comptes. Et là, t'es soulagé. Et là, après, t'as plus la main sur... Là, après, t'as plus la main sur rien, sauf qu'il faut quand même que tu apportes un certain nombre de documents à ton administrateur judiciaire, qui, lui, te fixe une date au 8 août. Je le rappelle, je lui dis, c'est pas possible. Je pars le 5, on est le 1er. Je suis prêt à me déplacer pour tout vous apporter, mais il faut que je vous laisse le dossier. Et donc, il me donne une date, le vendredi matin, donc le 3, à 9h, je suis là, je lui donne tout le dossier. Et comme la liquidation allait être simple, et que j'avais tout fait pour que ça soit simple, tous les documents qui étaient demandés, je les avais rassemblés. Pratiquement, on parlait tout à l'heure d'une société dépose et elle se barre. Et en fait, vu le dossier qui était fait, il m'a dit, rarement on a un dossier aussi complet. Oui, parce que sinon, en général, quand les gens arrêtent comme ça et déposent, c'est que ils peuvent plus payer et que là, il y a tous leurs partenaires, prestataires, tout ce qu'on peut imaginer, qui leur sautent dessus. Donc oui. Là, c'était pas le cas. Tout était propre. Là, c'était pas le cas. Tout était propre, à part le PGE, mais qui est un plan garanti par l'État. Donc, s'il est garanti par l'État, par définition, voilà, c'est comme ça. Et puis après, pas grand-chose, même pas le téléphone, parce que j'avais envoyé des recommandés pour dire que j'arrêtais. Mais comme toute administration ou grosse société, le temps que tu envoies le courrier, il t'envoie encore une facture, 2 factures, 3 factures. Ouais. Donc tu transmets à l'administrateur judiciaire. Et après, c'est fait. Donc tu sors de ce rendez-vous et... Alors après, c'est fait. Alors tu pars en vacances, tu es super content, tout va bien. Et puis, tu vois qu'il y a encore des dépenses qui sont faites sur ton compte en banque. Alors qu'il n'y a plus d'argent. Tu vois, tu as laissé 200 balles et il n'y a plus d'argent Enfin, ça ne peut plus être ponctionné. Et en fait, tu as ton prêt du PGE qui continue à être prélevé. Donc j'appelle l'administrateur judiciaire, je dis mais pourquoi ? Ah c'est la banque. Et après là, tu as un ping-pong entre la banque et l'administrateur judiciaire qui fait que tu comprends pas en fait ce qui arrive. Tu subis. Et donc ils envoient des courriers, ils font des trucs, enfin ils font leur tambouille entre eux et finalement après ça se résout. Mais moi on m'avait dit que la liquidation, vu qu'elle était simple, dans les 6 mois ça serait terminé. Et 6 mois c'était février. Et c'est toujours pas terminé. Mais je fais rien comme action. Mais il n'y a pas d'argent, puisque je n'avais pas d'impayé pratiquement. Donc, il n'y a pas eu besoin d'aller chercher beaucoup de factures pour récupérer de l'argent qui pouvait être dehors. Donc là, il n'y a rien. Alors là, où c'est un peu plus compliqué, c'est que j'ai des clients du 8e qui j'ai mis au courant des problèmes que j'avais, qui ont décidé de me suivre. Donc dans la boutique qui te restait ? Dans la boutique du 14e, parce que voilà, ils m'ont suivi, c'était des sociétés indépendantes, donc voilà, ils n'ont plus leur fournisseur, ils vont chercher un autre, c'est le même, point. Et là, certains se sont trompés en envoyant de l'argent sur l'ancien compte, alors que la facture était destinée
à mon magasin du 14e. Oh, la galère. Donc tu Et là, peux pas les là, c'est galère. récupérer, c'est pas possible. Alors, c'est pas possible, oui et non. Parce que moi, je me dis, mais en fait, c'est une facture qui a été émise par une autre société pour un client que j'ai livré, qui s'est trompé. Donc l'argent, il ne doit pas aller sur des créanciers du 8e arrondissement, puisque c'est pas leur truc. Et donc j'ai demandé à l'administrateur de me rembourser. Te voilà donc avec la fermeture qui est presque faite finalement, la boutique qui est l'unique boutique maintenant, mais finalement qui, elle, fonctionne. Elle fonctionne pour 2 raisons. C'est que parfois les planètes s'alignent, hein, comme je disais tout à l'heure, et en fait, au moment où j'ai fermé le 8e arrondissement, quelques mois plus tôt, il y avait un concurrent du 14e qui s'appelait Bureau Vallée dans la même rue à 50 mètres, qui a fermé, qui a fait faillite et qui a fermé. Et du coup, j'ai une partie de la clientèle qui est revenue dans le 14e, enfin qui est revenue chez moi. Et puis j'ai mes clients du 8e B2B, les pros, qui ont décidé de me suivre. Donc j'ai fermé le 8e, et là, à aujourd'hui, je suis en progression de plus 15% dans le 14. Tu peux dire que ça a été un bon choix. Oui, ça a été le bon choix. Entre le moment où tu as pris la décision et la fin réelle, donc on va dire donc décembre 2023, et maintenant, en fait, c'est ça, hein. Voilà, ça va faire un an, quoi. 9 mois, allez. 9 mois, ouais. Sur un dossier hyper simple. Il n'y a pas d'enjeu social, il n'y a pas d'enjeu de banque, il n'y a pas d'enjeu. Comment t'as affronté ta salariée ? Bon, elle a dû comprendre et ça a été Elle a fait au vécu fur et comme à moi mesure, les choses, etc. donc c'était aussi un peu sa boîte, si ce n'est que c'est pas elle qui a pris le risque initial financier. Quand il t'arrive quelque chose comme ça, mais que tu le subis pas, mais qu'on t'explique que psychologiquement tu te prépares et qu'elle a fait une formation qu'elle voulait faire depuis longtemps, c'est-à-dire devenir esthéticienne, là elle va être diplômée d'esthéticienne au mois de juin. Elle a fait un licenciement économique, donc ce qui permet aux salariés de bénéficier de ce qu'on appelle le contrat de sécurisation professionnelle, qui permet aux salariés pendant 1 an de toucher 75% de son salaire brut. Donc financièrement, elle était à l'abri pendant 1 an. Et ensuite, si elle ne trouvait pas de boulot aussi, quoi que ce soit, elle bascule dans le chômage pendant les 27 mois maintenant. Okay. Donc il y a une sécurité pour le salarié, il n'y en a aucune pour le patron. Pas de commentaire. Et du coup, toi, là-dedans, est-ce que tu as senti comme un échec ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Alors, j'ai une capacité à tourner la page très très vite. Les décisions que tu prends, au moment où tu les prends, c'est que dans ta tête, tu es prêt. C'est que il n'y a pas de mauvaise décision à partir du moment où tu es prêt. Ce qui peut être mauvais, c'est l'application de la décision. Mais la décision, elle est en accord avec ce que tu penses au moment où tu le penses. Tu t'es pris ça comme un échec pour toi ou pas ? Non, parce que j'estimais que c'était pas de ma faute. J'ai pas fait d'erreur de gestion. Et le meilleur exemple, c'est que le magasin du 8e, qui était à 80% en B2B, donc en extérieur, ne fonctionnait plus, alors que le 14e fonctionnait, qui était plus en particulier, 50% particulier, 50% de B2B, TPE. Donc, c'était pas un problème d'offre, c'était un problème de clients et de changement de société, vraiment. Et puis, si tu regardes Paris aujourd'hui, le nombre de magasins qui sont alloués, c'est bien qu'il s'est passé quelque chose. On a changé, donc faut l'acter. Ça a changé. Donc, faut l'acter. Donc là, ça y est, du coup, aujourd'hui, tu as ta boutique. Tu es toujours avec ce Alors, j'ai gardé salarié depuis... le petit jeune, Ouais. qui est toujours avec moi. Et donc, on consolide en fait notre chiffre d'affaires qui est lié uniquement aux cartouches, à l'imprimante et un peu de papeterie. Donc ça, c'est plus ou moins bien consolidé. On a de la progression là-dessus. Et on a augmenté l'offre commerciale avec l'assistance informatique pour les TPE, donc les toutes petites entreprises, et surtout les particuliers. Parce que le particulier, devant un ordinateur, ou devant une imprimante, ou devant son téléphone qui bug, il est démuni. Ah bah ça. Il est démuni. Il y a toujours un truc, ça Il y a marche. toujours un truc. Pourquoi mon ordinateur, il est ralenti ? Pourquoi j'ai plus le Wi-Fi ? Et tout ça, sur une catégorie de la population dont je fais partie, 57, 60, 70 ans, ils sont obligés de se servir d'Internet, ils sont obligés de se servir de l'ordinateur, mais ils ne savent pas le faire. Et quand il y a un truc, c'est un problème. Et donc là, il y a un vrai marché. La différence, c'est que je peux pratiquer des prix qui soient presque des prix sociaux, parce que j'ai l'activité cartouche d'encre, imprimante, papier, qui est mon fond de roulement, et je ne suis pas comme un plombier qui va venir one-shot, prendre un coût de déplacement énorme et ensuite un coût de main-d'œuvre énorme, donc j'interviens pour une somme acceptable pour le quartier aussi. Si tu pouvais te projeter dans 5 ans, qu'est-ce que tu voudrais ? Alors je ne me projette pas à 5, Ok, parce que je suis obligé de me projeter à 10. ok. Tu m'as demandé mon âge, t'as donné l'âge, j'ai 57 ans. Ouais. Dans 10 ans, je suis à la retraite. Attends, c'est long, 10 ans. Ah bah, faut que le magasin il tienne 10 ans là. Hein. Parce que mon employabilité, elle est limitée. Donc si le magasin ferme, je vais avoir de gros problèmes pour trouver un job. Et comme tu le sais, on n'a pas le droit au chômage.
Donc j'ai pas le droit de me planter. Donc je suis parti pour 10 ans avec ce magasin-là. Ça devrait le faire. Et puis voilà. Ok. Au moment de ma retraite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais retourner à ma passion, Le voyage. le voyage. Comme j'aurai des enfants qui seront à l'autre bout du monde, j'irai les voir. Et puis je visiterai les pays, si la santé me le permet, les pays que j'ai pas pu voir, les trucs que j'ai eu encore envie de faire. Et puis ça sera plutôt sympa. Et t'imprimes tes photos ou pas ? Alors, oui. Ah, c'est bien. Et on va revenir à ça, parce que quand on n'imprimait pas les photos, moi je faisais d'énormes albums. Mon album du Tour du Monde du début, c'est un grand carton à dessin. Et chaque photo raconte une histoire. C'est pas comme aujourd'hui où tu as 2000 photos sur ton téléphone, avec 1800 photos qui racontent que des conneries. Ta bouffe, ton bouquin, tes pieds nus devant le sable, c'est tout. Donc, on a à un moment donné arrêté d'imprimer ces photos. Et puis après, on s'est mis sur un site. Et là, on a tout réimprimé depuis 2012. Et on a fait des bouquins. Ok. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir conté un peu cette route. Merci à toi de m'avoir permis de le faire, parce que c'est vrai que ça permet de regarder dans le rétroviseur et de dire finalement, quand tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur il y a 10 ans, tu as vécu beaucoup de choses. Alors un entrepreneur vit beaucoup de choses en très peu de temps. Et on passe par des hauts, par des bas, mais il faut garder espoir, optimiste et sa ligne de vie. Je trouve qu'en tout cas, tu allèges cette étape et tu la rends beaucoup plus légère et accessible. Et je trouve que ça fait du bien à entendre parce qu'on se dit que finalement, ok, si ça nous arrive, mais ça va. Oui. Puis Alors. J'avais ce deuxième magasin qui était très important. Donc peut-être que dans le chemin que j'ai eu, c'était de me dire, tu peux pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Et donc peut-être multiplier les magasins pour te retourner sur l'un d'eux. Puis il y a une autre chose, quand tu es entrepreneur, je pense qu'il faut savoir vraiment très bien s'entourer. C'est ça. Et alors faites des réseaux, vous prenez le petit déjeuner très tôt le matin, une fois par semaine. Exactement. Voilà. Richard, merci en tout cas d'avoir été présent. Merci à toi, pour Camille. toutes les personnes qui peut-être souhaiteraient une imprimante, je vous mettrai toutes les coordonnées de Richard dans le 14e si besoin. On ne sait jamais, vous avez quelqu'un de confiance à dispo. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour la sortie d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à liker ou commenter le podcast que vous venez d'écouter si vous avez aimé, ça m'aidera beaucoup à avancer. Très belle journée à tous.